bienvenue sur ANews Sécurité. Alors aujourd'hui, pour parler intelligence artificielle, data, quels objectifs, quels impacts dans les organisations, nous avons décidé de mettre en place cette émission en direct pour vous, chers téléspectateurs, la France pionnière de l'innovation en 2030. Voilà l'un des objectifs du plan France 2030 qui a été présenté par le président de la République dès 2017. Pour y parvenir, le gouvernement a lancé une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Dans le même temps, la LOPMI, qui a été publiée le 24 janvier 2023, prévoit une hausse conséquente du budget de l'intérieur puisque 15 milliards d'euros sont consacrés sur les prochaines années pour l'investissement dans le numérique. Ce, pour une plus grande proximité des services et pour mieux prévenir les menaces et les crises. À l'heure où certains experts, nous l'avons vu la semaine dernière, des experts mondiaux ont signé un appel à une pause durant 6 mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle en évoquant des risques majeurs pour l'humanité. Qu'en est-il? Comment toujours mieux anticiper, mieux prévenir, optimiser, satisfaire tout en respectant l'éthique? Nous allons le découvrir grâce à nos invités que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau. Alors, tout d'abord, Patricia Lazière, bonjour. Bonjour Virginie. Alors, Patricia, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Cervere et vous êtes également présidente d'une association, l'association étant l'association des métiers de l'aéroportuaire. Et on y reviendra par la suite. François Thierry, bonjour. Bonjour madame. Donc François, vous êtes commissaire divisionnaire et vous êtes chef du programme de transformation numérique de la police nationale. Et on reviendra sur ces sujets de transformation numérique tout à l'heure. Et puis Valentin Thomas, bonjour. Bonjour. Et vous êtes vous-même directeur développement France pour Little Big Code. Et Little Big Code, on expliquera ce que c'est tout à l'heure. Alors, je me tourne vers vous dans un premier temps, Patricia. Patricia, Cervere, c'est la première entreprise française de restauration aérienne et de nettoyage. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots et surtout nous expliquer quelle est l'évolution et les attentes actuellement, justement, en termes de réorganisation, de transformation de cette organisation? Je vais être un peu rapide parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, sinon je pourrais passer des heures à expliquer qui est mon entreprise. C'est de la restauration aérienne. On fait à peu près 200 000 repas par jour. Donc, on a à peu près 10 000 salariés. On faisait en 2019 environ 1 milliard de chiffre d'affaires, et puis il y a eu le Covid. Il y a eu, voilà, qui est passé par là. Un petit peu ralenti. Donc, on est maintenant à 800 millions de chiffre d'affaires. L'Asie n'a pas encore totalement repris. On espère une reprise rapide pour cet été, pour revenir en fait à des niveaux de 2019. Donc, c'est une entreprise qui est vraiment dans la résilience. On a appris à se poser, à réfléchir sur les crises, donc soit la crise Covid, demain la crise de l'intelligence artificielle, comment se transformer à l'intérieur. Donc on a ça un peu dans notre ADN de réflexion avec aussi les chefs d'entreprise des aéroports, pas que Roissy, Orly et Drôme aussi. Donc on a créé aussi une association dont je suis la présidente. Grâce à cette association, effectivement, vous récoltez aussi les besoins, les attentes. Exactement, de transformation, parce qu'on n'était pas forcément ciblé par les pouvoirs publics, on était plutôt invisible. Quand on parle d'un aéroport, on est plutôt sur les compagnies aériennes ou sur l'aéroport de Paris, notamment, pour ne pas les nommer, et moins sur des entreprises qui sont plutôt sous-traitantes et plutôt invisibles. Et donc, on a dû créer en fait cette association pour avoir les aides publiques qui soient un peu plus fléchées. On va dire, pour vous faire davantage entendre sur effectivement les besoins, faire un peu de lobbying. Complètement.
Très bien. Et par rapport à Serv'Air, justement, vous l'avez évoqué et vous avez eu raison, il y a eu cette crise Covid. Est-ce que justement cette transformation a été d'autant plus l'enjeu du fait de cette crise pour vous transformer, réorganiser? Complètement. Je pense que en fait, c'est vraiment de la résilience. On a eu une chance extraordinaire, c'est d'être aussi épaulé par les organisations syndicales qui nous ont suivis. Oui. On a eu un plan de RCC, de rupture collective. Donc il y a eu un accompagnement du corps social, parce que c'est de l'acceptation. On n'a pas fait de PSE, on n'a pas licencié. Non. On a eu des ruptures conventionnelles collectives. Donc il y a vraiment du corps social un accompagnement. Et une réflexion aussi de se dire on ne veut pas mourir comme Kodak et on va développer du non-aérien. Voilà. Donc on a développé, notamment sur Mayotte, de la restauration scolaire, hospitalière. En fait, on développe beaucoup. On a aussi le train, on fait le train aussi. Donc en fait... on se repose toujours des réflexions sur les crises, créent quelque chose aussi d'espoir et de résilience. Finalement, en fait. C'est le côté positif, quelque part, on va dire, de cette période qui a été compliquée, qui vous a permis de vous poser des questions sur comment, effectivement, demain, on transforme nos métiers et vers ce vers quoi on va, quels projets vont nous permettre d'être... en pointe sur les ambitions et en utilisant la technologie qu'on va évoquer juste après. François Thierry, je me tourne vers vous. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la loi, et puis la loi consacrée au numérique, donc du ministère, avec cette modernisation des moyens de numérique. Donc, l'idée, c'est de développer de nouveaux outils pour les forces de sécurité. Et ce, au service du citoyen, je crois. C'est l'objectif. Oui, tout à fait. Alors, ça procède d'un mouvement d'ensemble, en fait. Oui. C'est plus large que les outils qu'on utilise. En fait, cette programmation devrait nous permettre de rentrer vraiment de plein pied de manière cohérente et organisée dans l'ère du numérique. Ça ne veut pas dire qu'on n'en faisait pas avant. On en faisait bien sûr, mais de manière peut-être parfois un peu disparate, un peu développé au gré des événements et des budgets. Et donc là, le temps nous a semblé, au ministère de l'Intérieur, venu pour repenser en fait toutes nos missions à l'heure du numérique et grâce au numérique. Et d'ailleurs, ce mouvement dépasse la police nationale, puisque le ministère de l'Intérieur, dans son entièreté, est en train de se recomposer complètement pour prendre en compte ses missions. L'idée, pour nous, c'est de la même façon qu'on a vécu il y a maintenant un siècle, ou à peu près, une première révolution technologique avec la police technique et scientifique. L'idée, c'est de saisir l'opportunité de cette révolution-là, puisque c'en est une pour nous, clairement, cette révolution numérique, et d'optimiser en fait les possibilités qu'elle nous offre. Et vous l'avez souligné, de les optimiser au profit des citoyens, bien sûr, puisque c'est quand même les gens pour lesquels... au bénéfice desquels les 125 000 personnes qui travaillent pour l'institution œuvrent tous les jours et 24 heures sur 24. Donc au profit des gens, mais également au passage, évidemment, au profit des collègues, au profit des policiers eux-mêmes, pour simplifier leur travail, pour leur permettre une efficacité meilleure et un pilotage meilleur des services aussi. Une objectivisation, en fait, de ce qu'on fait. Alors, dans cette stratégie globale, est-ce que vous pouvez citer quelques exemples, justement, de ces Oui, alors, on veut, par exemple, pour être très concret, développer l'activité nomade des policiers. Oui. Je sais qu'on est d'ailleurs tout à fait sur le même portage avec nos amis gendarmes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit sur le sujet, mais l'idée est de développer progressivement des outils qui n'obligent pas les policiers à devoir retourner à une base ou à un bureau pour pouvoir exercer leur mission. Le but est également de pouvoir leur permettre de travailler ensemble beaucoup plus facilement, qu'ils soient à un bout ou à l'autre de la France, et de pouvoir bénéficier aussi de ce qui se fait ailleurs en temps réel. Quelqu'un reconnu à Lille peut faire l'objet d'une procédure à Marseille. Enfin, vous voyez des cas concrets comme ça. Mais l'idée est de multiplier les contacts en fait entre les interventions au sens très large que la police est amenée à faire, global, et sur un territoire qui est le territoire total français. D'accord. Voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est une aisance, une facilité peut-être pour mieux demain répondre soit aux citoyens, soit
par rapport à des violences ou par rapport à des actes... Oui, bien sûr. Très concrètement, le but est d'être plus pratique pour le citoyen, qui se déplace beaucoup moins, qu'il ait des services de police plus proches de lui, plus accessibles, plus faciles peut-être à contacter dans leurs spécialités respectives, que rien ne se perde comme information au gré de la transmission d'un service à l'autre, ce qui est un enjeu très important également pour nous, puisque vous savez qu'on a des règles extrêmement contraignantes aussi dans ce domaine, d'hermétisme des enquêtes, presque. Voilà. Donc il faut arriver à droit constant à jouer avec tout ça pour que l'efficacité soit maximisée, soit au rendez-vous, et évidemment avec l'enjeu à côté de rendre tout cela le plus facile possible pour tous ceux qui ont à y interférer, ou à y contribuer plutôt. Donc nos collègues généralistes et nos collègues des services spécialisés. Alors dans ces différentes actions, il y a notamment aussi le déploiement du réseau Radio Futur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors il y a un certain nombre de projets comme ça qui sont des projets d'envergure et transversaux, qui concernent l'ensemble de l'institution. Le réseau Radio du Futur en est un, effectivement. Alors il y a beaucoup de projets en ce moment qui vont venir compléter celui-là, mais l'idée est de repenser complètement la communication qui est essentielle, comme dans tout service opérationnel. La communication en temps réel est essentielle. Donc tout ça est en train d'être repensé. Le réseau Radio du Futur est une des pistes qui est poursuivie. C'est pas la seule. Il y a en même temps une réforme qui est en cours, qui est en route des centres de commandement. Avec un projet qui s'appelle Storm et qui intègre tout ça. En fait, l'idée est de pouvoir faire communiquer ensemble et en temps réel toutes les unités en mesure d'intervenir sur un événement, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de gens sont compétents pour intervenir sur quelque chose. Donc l'idée est encore une fois, de limiter au maximum la déperdition d'informations et de permettre aussi un pilotage pour les autorités le plus objectif possible, le plus neutre possible, en objectivant en fait tout ce qu'on est amené à voir, à dire et à recueillir comme information dans le cadre de nos missions. Entendu. Demain s'ouvre le FIC, Forum international de la cybersécurité. Également, dans ces stratégies, il y a lutter contre la cybercriminalité. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aujourd'hui comment ça se traduit ? Oui, bien sûr. Alors, la lutte contre la cybercriminalité est un des enjeux en fait permis par ce qu'on évoque, le numérique et l'intelligence artificielle. On est en train profondément de refondre ça aussi, parce que évidemment toute cette criminalité a considérablement évolué ces dernières années. Il y a des phénomènes de masse que vous connaissez. Il y a encore, nous semble-t-il, des pans entiers de ce phénomène qui sont mal traités, qui sont maladroitement traités, on pourrait dire, pas au niveau en fait. Qui reçoivent un traitement qui n'est pas forcément tout à fait au niveau de ce que nous, on aimerait en fait proposer. Donc on s'est attelé à tout ça, on est en train de repenser tout ça, depuis des outils nouveaux bien sûr pour les enquêteurs, leur multiplication, le fait de les organiser autrement, leur formation également fait l'objet de beaucoup d'espoir en ce moment, parce que la formation elle-même globale des policiers est en train d'être refondue. Et dans cette formation refondue, on est en train de créer des modules spécifiques pour la lutte contre la cybercriminalité. Et on est en train d'offrir là très rapidement, avec les directions métiers qui s'en occupent, avec les gens spécialisés qui s'occupent de ça, une offre de service, j'allais dire, qui va être plus objective, plus large, plus complète, et qui va être en mesure de répondre aux évolutions du phénomène, qui ne va pas aller en s'arrangeant. On reviendra sur l'aspect formation que vous venez d'évoquer, qui est un point également, je sais, très très important pour la police nationale. Valentin, je me tourne vers vous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc vous êtes directeur du développement pour Little Big Code, qui est considéré comme un laboratoire de conseil en intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette société ? Oui, alors nous, on est vraiment convaincus de la plus-value de l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle. Je voudrais juste, si vous le permettez, faire un petit rappel pour les gens qui nous regardent. Ce qu'est l'intelligence artificielle. Voilà, et puis surtout, pour bien comprendre effectivement que derrière l'intelligence artificielle, il y a forcément de la donnée. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette donnée, et ça
une myriade d'impacts positifs sur les entreprises. Je voudrais en citer quelques-unes. La première chose, en fait, ça aide à la décision stratégique d'une entreprise. Il faut imaginer des données qui sont concaténées sur 5, 10, 15, 20 ans et qui permettent, une fois qu'elles sont traitées par des modèles mathématiques subtils, d'orienter les décisions stratégiques. Les dirigeants peuvent se baser sur des choses vraiment factuelles. Ça permet également l'anticipation de la donnée. On peut faire énormément de modèles prédictifs, de modèles de maintenance prédictive. Ça permet de découvrir des nouvelles tendances sur son marché auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé, même si on est un spécialiste. À ce titre-là, on anticipe. Et toujours dans l'anticipation, ça permet de mieux prévenir le futur. Et donc, la directrice générale en parlait tout à l'heure, de mieux anticiper des potentielles problématiques. Et enfin, ça améliore un autre grand pan de l'utilisation de la donnée. Ça améliore les processus opérationnels d'une entreprise, les performances opérationnelles. Donc ça peut être sur de l'optimisation de procédés métallochimiques ou bien dans des sujets de supply chain. Donc in fine, l'utilisation de la donnée via des logiciels d'intelligence artificielle, elle rend une entreprise plus compétitive. Voilà. Et ce, à tous les niveaux, vous avez raison aussi de le rappeler, à différentes fonctions métiers finalement, quelles que soient les fonctions voilà, métiers. Il y a les C-level des entreprises et des organisations sont concernés, mais également les fonctions métiers. Et le client, in fine, bien sûr aussi peut être concerné. Et nous, on est spécialistes dans le déploiement à grande échelle de ces projets-là. Parce que l'idée, bien sûr, quand on se lance dans une stratégie de data IA, c'est qu'il y a un impact derrière. Donc, on le disait tout à l'heure pour les fonctions métiers, d'améliorer un petit peu leurs conditions de travail ou de réduire des coûts, des process, mais également sur l'expérience client. L'idée, c'est que c'est deux parties. Alors, les deux peut y avoir des impacts sur les deux, ou sur l'un ou sur l'autre. Donc, on est spécialiste sur ce sujet. On a un taux de transformation avec nos clients sur l'ensemble des projets de 93%. Et on y arrive parce qu'on a une méthode et des process qui sont clairement identifiés. Premièrement, ce que l'on fait, c'est qu'on se centre dans un projet sur le client à 100%. On discute avec les fonctions métiers, l'idée étant d'identifier des cas d'usage, n'est-ce pas, des douleurs quotidiennes auxquelles on pourrait répondre avec de la data et de l'intelligence artificielle. Il y a un gros travail de pédagogie à faire sur les fonctions métiers parce que ce sont parfois des fonctions métiers qui sont historiques, qui travaillent depuis très longtemps avec des outils. Et qui n'étaient pas habitués à utiliser les exactement, qui n'étaient pas habitués. Donc il faut faire tout ce travail de liant, si j'ose dire. Et une fois qu'on a identifié les cas d'usage, eh bien, avec notre client, on va suivre de A à Z le déploiement du projet. Donc ça part du POC, du Proof of Concept, où on va itérer le modèle, on va le démontrer, on va prouver que ça marche. Et puis après, on va aller plus loin jusqu'au déploiement, comme on le disait, à très grande échelle, via des méthodes agiles sur tous les fournisseurs de cloud. Et ce qui nous permet d'aller relativement vite. Parce qu'une entreprise, lorsqu'elle s'engage sur une stratégie de data IA, parfois c'est un petit peu compliqué de voir in fine quelle va être la plus-value. Donc nous, notre idée, c'est de se focaliser sur des cas d'usage à forte valeur ajoutée qui peuvent être déployés le plus rapidement possible et pour entraîner le plus de collaborateurs possible de l'entreprise pour derrière aller plus loin. C'est ça, et effectivement, il faut que tout le monde y adhère aussi. C'est aussi, et on viendra sur parfois les complexités de pouvoir développer ceci. Alors Patricia, en quoi l'exploitation justement de ces données et l'intelligence artificielle est quelque chose d'essentiel pour vous au sein de Server, pour son développement, son évolution? Est-ce que vous pourriez nous donner des cas précis? Moi, je dirais que déjà, l'intelligence artificielle, ça aide aussi le manager à se concentrer sur l'essentiel, être plus proche du client, développer l'expérience client. Les tâches répétitives, elles sont faites maintenant par l'IA. Je pense qu'il faut continuer à le développer. Je pense qu'en France, on a pris un peu de retard. Donc, à nous aussi de former les jeunes qui arrivent, on en parlera après sur la formation. Je pense qu'en France, on a quand même 15 ans de retard. Donc, il faut quand même pousser à développer le sens de l'intelligence artificielle, de la technologie. Et au sein de Server, bien évidemment, c'est indispensable parce qu'on fait 200 000 repas par jour. Donc, on a tout un dispositif d'achat, de supply chain
avec des datas, avec des données, qui poussent l'entreprise à de la performance et de la productivité. Et même si on est en B2B, on a besoin d'avoir un système de contrôle qui pousse en fait l'entreprise et développe les compétences des collaborateurs et des collaboratrices au quotidien. Donc pour moi, c'est essentiel. Je pense que c'est l'avenir, c'est ce qui pousse aussi les entreprises à être performantes. Voilà. Et on voit bien, hein, c'est à la fois l'entreprise, mais c'est également ce qui compose l'entreprise, à savoir les collaborateurs. Hein. On le voit bien. Puis on développe la relation intentionnée auprès du client, puisqu'on va mieux le cerner, on va mieux comprendre en fait les attentes. Donc l'expérience client va être poussée encore plus demain dans l'hôtellerie ou dans la conciergerie. On va vraiment serrer les attentes. Très bien. Alors François, je me tourne vers vous. C'est ce que vous laissiez apparaître aussi, hein, cette transformation via l'IA, via le numérique, les data. On comprend cette volonté au niveau aussi des forces de l'ordre et dont la police nationale. Mais n'est-ce pas d'une grande complexité quand même? Quels sont les enjeux aujourd'hui que vous rencontrez par rapport à cette volonté de transformation? Alors déjà, il y a et j'écoutais Valentin au sujet de l'IA qui suppose de la donnée. Déjà, on a nous toutes les bases pour faire quelque chose de bien. Parce que de la donnée, on en a des trésors. Ouais. La police nationale traite plus de 70 à 75% de la délinquance. Du pays. On fait, ne serait-ce que pour vous donner un ordre d'idée, plus de 2 millions de gardes à vue par an. Donc vous voyez ce que ça recèle comme trésor de possibilités et d'informations potentiellement utilisables. Alors, l'idée que nous avons est d'utiliser ce que nous avons déjà à droit constant. L'idée n'est pas d'aller faire voter des dispositions nouvelles pour nous permettre de faire plus, pas nécessairement. Il faudrait déjà qu'on puisse utiliser ce qu'on a et ce qu'on a parfaitement le droit d'utiliser. Ce qu'on ne fait pas toujours pour des raisons historiques, pour des raisons techniques et pour des raisons stratégiques. Donc l'idée est d'arriver à être meilleur maintenant dans l'utilisation de toutes ces données. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un programme spécifique à la donnée. Le service que je dirige aujourd'hui est en train de recruter, d'ailleurs on n'a pas tout à fait terminé, avis aux gens qui seraient intéressés, on n'a pas tout à fait terminé de recruter l'équipe de data scientists et de gens qui seront destinés à se spécialiser sur l'analyse de ce que nous faisons de nos données. On a quelques idées précises. Qui ne sont pas forcément des policiers, du coup. Qui ne sont pas toujours forcément des policiers. Des scientifiques, qui peuvent tout à fait être des scientifiques ou des ingénieurs, des gens et des ingénieurs, des gens qui sont spécialisés plutôt dans cette pratique-là, plutôt que dans nos missions à nous. Donc l'idée est effectivement d'utiliser au mieux ce que nous avons, à des fins évidemment, à terme, de partager les bonnes pratiques, puisque on agit dans un cadre qui est non seulement un cadre légal, bien évidemment, national, mais aussi plus largement dans un cadre européen. L'idée d'utiliser la donnée, c'est aussi de l'utiliser demain, déjà aujourd'hui un peu, je ne vous le cache pas, mais demain mieux, avec nos collègues anglais, allemands, espagnols, italiens, etc. Donc il y a des outils qui existent déjà pour le faire. On veut s'inscrire pleinement dans cette optimisation de la donnée, ce qui nous paraît aussi, au-delà des débats qu'on a sur est-ce qu'on a le droit, jusqu'où on peut aller, etc., ce qui nous paraît, nous, une bonne façon aussi d'objectiver les choses. À partir du moment où les données filtrées, j'allais dire analysées et recoupées par l'intelligence artificielle permettent de poser un débat avec des données objectives, je pense qu'on a tous à y gagner. En fait, le côté subjectif diminue, il sera toujours là, et c'est normal, et ça fait partie du débat démocratique, mais on peut apaiser, je pense, le débat à partir du moment où on peut présenter des données objectives. Et cette utilisation de la data a vocation à nous fournir, pour le pilotage des services, pour l'efficacité, pour renseigner le citoyen, des données objectives. Voilà, donc
avoir les bonnes données, les données objectives, vous avez raison, pour pouvoir apporter des réponses et honorables, on va dire, par rapport à tout ce débat. Et vous faites bien de le souligner, qui a lieu aujourd'hui. Alors, débat, justement, on en vient à l'éthique, hein, Valentin. Effectivement, je le rappelais tout à l'heure, il y a eu la conférence d'Alice Omar en 2017 qui a fixé des limites, hein, donc 10 principes d'éthique de l'IA. Et puis, on a surtout, au niveau de l'Europe, hein, depuis près de 2 ans, on essaye de constituer donc un projet, une réglementation au niveau de l'intelligence artificielle avec les limites. Donc, j'imagine que vous scrutez ceci de près. Oui, on scrute ça de près. Et c'est peu de le dire, puisqu'on est nous-mêmes en échange avec la Commission européenne très régulièrement. Moi, je me suis déplacé un certain nombre de fois à Bruxelles pour échanger avec des commissaires européens, pour échanger avec le légiférateur, pour essayer un petit peu de les aider. Et on n'est pas les seuls à le faire. Il y a un AI qui est en train d'être rédigé. Il y a une première version qui a été sortie. Voilà, qui est sortie tout récemment. C'est très très bien. Moi, je salue cette démarche. Mais je reviens quand même sur la question de la donnée dans ce cadre-là, parce que de notre point de vue, il faudrait que ça aille encore un petit peu plus loin. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, des grands groupes français qui traitent des données sensibles ou qui sont des acteurs majeurs de l'économie, qui à l'époque ont stocké leurs données sur ce qu'on appelle des cloud providers, qui sont des fournisseurs de cloud, qui ne sont pas des cloud providers souverains, hein, au sens européen. Aujourd'hui, des clouds souverains sont disponibles et la Commission a vocation, et on espère qu'elle va le faire, à accompagner ces grandes entreprises, à les inciter, sans les forcer bien entendu, hein, mais à les accompagner dans la migration de ces données, puisqu'on parlait d'éthique, ça soulève tout un tas de questions et il pourrait y avoir des problématiques. Et chez Little Big Code, on s'inscrit vraiment dans cette démarche, puisque nous avons développé un produit qui s'appelle Graal System, qui permet justement de faire de la migration de données, parce que c'est quelque chose de très difficile, hein, la migration de données, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de gens, et dans ce cadre-là, beaucoup d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le marché, il existe des solutions qui pallient cette problématique et on espère que la Commission européenne va aller un peu plus dans ce sens-là. Vous êtes soutenu aujourd'hui sur Oui, on est soutenu, on est entendu. Mais bon, ça prend du temps puisque les produits en question sont relativement nouveaux. On parlait de pédagogie tout à l'heure. C'est aussi de notre responsabilité, éditeur de logiciels, d'accompagner ces grands groupes dans cette démarche. Et c'est un petit peu le collectif que nous composons avec la Commission européenne et nos concurrents sur ce marché, d'accompagner ces grands groupes pour pouvoir pallier cette problématique qui, je le redis, peut être une problématique d'importance. Alors on parle d'éthique, Patricia. Écoutez, j'ai envie de vous poser la même question. Vous la prenez forcément en compte. Je crois que ça fait même partie de votre ADN. Oui, alors nous, on a en plus une politique très forte de RSE et de RGPD, hein, de CNIL. Donc on surveille effectivement, on protège nos données. On a aussi des experts de DSI pour toutes nos datas. Donc ça fait partie un peu du cérébral de Cervère. Alors, en plus, on a été cyberattaqué en décembre dernier, donc encore plus maintenant qu'hier. Forcément, oui. Voilà. Donc, on fait très attention, effectivement. Et comme dit Valentin, ça va très vite. Donc, on a besoin aussi d'experts pour soutenir les entreprises face à cette avalanche de données et d'évolution qui est très rapide, en fait. Et vous parliez aussi tout à l'heure de formation qui est aussi un enjeu important. Oui, je pense que la France a besoin aussi de réfléchir sur l'éducation nationale. Alors, j'ai rien sur le latin et grec, mais je pense qu'en 6e, on pourrait quand même commencer à apprendre un peu la technologie ou l'informatique. C'est très jeune, en fait. Moi, je pense que dès la 6e, on devrait commencer. Alors, moi, je suis plutôt une génération des années 70. Hein. J'ai pas connu Google et j'ai pas eu le téléphone, donc je suis encore. Mais les jeunes là, dès la 6e, il faut tout de suite commencer à les sensibiliser et à les amener en fait à une réflexion sur la technologie, sur l'IA. Comment l'utiliser, vous voulez dire? Oui. Et on voit bien dans nos entreprises, on cherche à recruter de plus en plus, à la police aussi. Donc je pense qu'on a un peu de retard par rapport à des pays comme Singapour. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on se réveille et qu'on travaille sur l'intelligence artificielle très vite maintenant.
Voilà, donc on le voit bien, hein, la formation, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, François, est un enjeu important. On a même parlé au niveau de la LOPMI, est inscrit la création d'une école de formation cyber au sein du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? Alors, je l'évoquais brièvement tout à l'heure. En fait, on repense la totalité de la formation des policiers en ce moment. Il y a même la préfiguration d'une académie de police qui est en train de vraiment de se concrétiser là sous nos yeux. Elle comprend une part importante dédiée à la cyber, dédiée aux réseaux sociaux, dédiée au numérique au sens large. Et il est très clair qu'on devra mettre l'accent demain un peu plus que ce qu'on a fait aujourd'hui sur cet aspect-là de la question. Et donc j'espère répondre à l'appel de madame. Ce sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'on compte également s'ouvrir, c'est ce que j'évoquais aussi juste avant, on compte s'ouvrir de manière nettement plus large qu'avant au profil scientifique, au profil d'ingénieur. Donc on est en train de construire une voie d'accès au concours de commissaire de police pour les ingénieurs. On est en train de... Donc le concours est différent. Le concours sera en partie adapté pour attirer ces profils-là et pour bénéficier ensuite de leurs compétences et de leur lumière. On est en train également d'ouvrir des possibilités pour des ingénieurs en formation. Alors, on a déjà des premiers contrats avec des écoles. On vient de signer avec Polytechnique, par exemple, pour être école d'application. Mais donc, on est en train de s'ouvrir progressivement au monde des ingénieurs et on est très intéressé par le phénomène. On constate, j'allais dire presque c'est nous les premiers étonnés, hein, à notre grand étonnement, on constate qu'on les intéresse énormément, parce qu'on était assez modeste sur le sujet, hein, évidemment, on se pensait pas très attractif dans ce domaine. En fait, manifestement, nous le sommes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme vous le dites, avant, c'était la police scientifique. Voilà, on leur propose de participer avec nous à cette nouvelle révolution. On a vécu celle de l'arrivée des empreintes papillaires et de la photographie. Alors, moi, j'y étais pas, hein, mais on sait qu'elle a existé. Aujourd'hui, on leur propose de vivre avec nous cette révolution numérique dans les services. Et ils sont, beaucoup d'entre eux sont passionnés à l'idée de nous rejoindre pour ça. Donc, bienvenue, bien sûr. Et on compte bien profiter de cette dynamique-là pour créer de bien jolies choses. Voilà. J'espère effectivement qu'ils seront nombreux à répondre à votre appel. Je me permets une dernière question, François, avant de me tourner vers Valentin. Bon, on a parmi nos téléspectateurs aujourd'hui des personnes issues des RSSI. Alors, vous avez parlé cyber. On a aussi beaucoup de directeurs sécurité-sûreté. On l'a évoqué avant l'émission, on parlait un petit peu des grands événements sportifs, parce que c'est vrai que c'est souvent à l'ordre du jour. Quand on parle d'IA, de numérique, quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Parce qu'on entend beaucoup de choses, on le voit bien. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Écoutez, sans être moi chargé spécifiquement de cet aspect-là, l'enjeu cyber sera évidemment essentiel, sera peut-être même le premier d'entre eux pour la sécurité de ces jeux. Donc on a proposé de mettre la barre très haut en matière de sécurité. Hein. Le ministre nous l'a fixé, nous l'a rappelé. Donc on essaye de se donner les moyens, vous l'avez rappelé, avec la loi d'orientation qui a été votée. Donc voilà, il y a vraiment un creuset extrêmement dynamique sur le sujet là en ce moment. C'est vrai qu'on est, pour reprendre une métaphore sportive, on est là maintenant en sprint, hein, avant les événements en question. Donc clairement, on a quelques sujets d'adaptation. On est en lien très étroit sur le sujet avec des industriels qui se reconnaîtront pour développer à toute vitesse des outils qui existent déjà mais que nous n'avons pas encore. Et donc ils sont en train d'être modifiés, peaufinés pour être pile poil adaptés à ce dont nous avons besoin. Et ça va rester évidemment l'une de nos grandes préoccupations dès l'été prochain. Voilà. Il y a un projet de loi qui est en cours sur les Jeux Olympiques, qui ne devrait pas tarder à sortir. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Souvent, parfois, il y a un amalgame avec la reconnaissance faciale.
où on en est aujourd'hui? Alors, où on en est aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas confondre les deux. L'intelligence artificielle est bien plus riche que ne se limite pas du tout donc, à la reconnaissance faciale, qui est un des aspects. La reconnaissance faciale est extrêmement encadrée. On n'a pas le temps tellement de développer tout ça, mais parce que ça, en soi, ça supposerait une émission à part entière. La reconnaissance faciale est abordée avec beaucoup de réticence par les instances européennes, par la régulation européenne de manière très large. Qui est plutôt contre, effectivement. Qui est plutôt contre, qui s'en cache pas. Et donc, on adapte en fait pour le moment quelques exceptions. Donc on travaille quelques exceptions qui nous sont autorisées, mais évidemment dans le cadre de la loi. Et il y a effectivement un projet de loi qui vise à autoriser certaines expérimentations avec beaucoup de réserves et beaucoup de précautions dans certaines enceintes bien spécifiques qui seront liées aux grands événements sportifs. Merci beaucoup François. Valentin, au niveau de votre entreprise, quel est le profil de vos collaborateurs? Alors, nos collaborateurs sont issus des grandes écoles et des meilleures universités françaises. On a, grosso modo, modulo quelques cas, deux types de collaborateurs. Les data scientists, dont parlait François tout à l'heure, et on a également ce qu'on appelle des data engineers. Alors, quelle est la différence? Alors, sans rentrer dans le détail technique, vous avez des gens qui sont sur un profil plus mathématique et qui sont des spécialistes du tri de la donnée. Je reste extrêmement large sans rentrer dans le détail. Et vous avez d'autres gens qui sont plus des développeurs, au sens, même si tous sont très bons en informatique, il n'y a pas de souci, mais qui sont plus des développeurs et qui construisent un petit peu les briques dans lesquelles on va arranger la donnée. Voilà les bâtisseurs. Voilà, les bâtisseurs, c'est un petit peu la grande différence. C'est un marché qui est en tension, donc c'est compliqué de recruter des gens, puisque les écoles et les universités ont mis un petit peu de temps à s'adapter à ce nouveau besoin, et donc il a fallu monter des modules de formation, des diplômes et ainsi de suite, donc ça a pris un petit peu de temps. Nous, on a un processus de sélection qui est en 4 étapes, où le candidat va rencontrer à peu près toutes les fonctions métiers de l'entreprise, la RH, la technique, d'autres collaborateurs, et forcément une personne du top management, donc c'est des gens qui sont recrutés de façon collégiale. Et en fait, si vous voulez, ce que l'on fait, c'est pour que ces gens soient toujours au top, si j'ose dire, de la technologie qui évolue au fur et à mesure des jours presque. On les forme tout au long de l'année via des jours dédiés, qu'on appelle des Lab Tech Day, et on a tout un parcours de progression dans l'entreprise où ils commencent junior, puis junior 2, puis confirmé, puis ils prennent également des responsabilités managériales au fur et à mesure. On essaie de pérenniser ce dispositif où on met nos collaborateurs au centre et on les fait monter en compétences au fur et à mesure. Donc que ce soit sur le plan technique, ils sont vraiment accompagnés. Voilà, ils sont très accompagnés au sens technique, ce qui est très important, mais également au sens managérial. Voilà, pour que demain ils puissent, au sein de l'entreprise, prendre des responsabilités, un petit peu de gestion d'équipe, des choses comme ça. Très bien. J'ai une toute dernière question et après on laissera la place aux questions de nos téléspectateurs. Vous avez expliqué en début d'émission que finalement toutes les fonctions métiers étaient touchés, impactés, intéressés et vous les appréhendiez également par rapport à ce que vous proposiez aujourd'hui. Comme je le disais, on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont plus un rôle soit de RSSI, soit directeur sécurité sûreté, avec parfois la notion de cyber dans un sens de coordination plus large. Quel est le message que vous aimeriez leur faire passer ? La cyber aujourd'hui, elle a également, un petit peu comme l'intelligence artificielle, une connotation au sens de la donnée. C'est-à-dire que quand vous êtes cyberattaqué, la grosse problématique, c'est qu'on va soit vous réquisitionner vos données, on va vous demander de payer pour les récupérer, soit on va bloquer vos systèmes d'information, ce qui va empêcher de travailler. Je pense que Patricia, au vu du passé récent, ce qui s'est passé en décembre, pourra en parler également. Donc c'est très important de bien cybersécuriser ces données pour éviter ce genre de problématique. Et je considère comme très bien que ce soit quelque chose qui rentre dans le giron des directeurs sécurité, sûreté des entreprises, puisqu'on parle de sécurité finalement, parce que tout à fait. si on prend une entreprise qui est cyberattaquée, puis à nouveau Patricia en parlera mieux que moi pour l'avoir vécu, c'est une paralysie finalement. On a vu ce qui s'est passé sur les hôpitaux récents où il y a des patients qui ont dû être évacués. Il y a des conséquences très graves et il y a des enquêtes qui sont réalisées notamment
une enquête qui a été réalisée par le BCG très récemment qui dit que sur les 10 prochaines années, il y aura chaque année 10 fois plus d'attaques que l'année précédente. Donc tout le monde est vulnérable, que ce soit la personne physique, le citoyen, et les entreprises, bien sûr, au premier plan. Très bien. Vous vouliez peut-être ajouter un petit mot avant qu'on passe vous vouliez peut-être faire un petit retour d'expérience rapide en quelques phrases. Valentin a tout dit. Effectivement, c'est une paralysie, en fait, une cyberattaque. On se retrouve vraiment nus. On n'a plus d'outils, on n'a plus rien. Donc, on doit avoir des réflexes de robustesse, ce qu'on appelle, nous, du robustesse interne. Hein. Donc, reprendre le crayon, la base Excel, la gomme et travailler vraiment de 5h à minuit sur le terrain pour essayer de reprendre les données de base. Donc effectivement, ça peut être une paralysie traumatisante. Hein. On a vécu ça de façon traumatique, mais ça nous a permis aussi de revoir nos processus internes, refaire des formations. Tu cliques pas quand tu as un fichier qui arrive de n'importe où. Enfin, du basique. On a repris tout le monde en basique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Patricia, pour ce retour d'expérience. Merci à vous trois. On reste en ligne, on reste connecté avec les différentes personnes. Hervé, il y a peut-être des questions. Oui, bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors, on a évoqué l'éthique, mais est-ce que vous pourriez nous préciser plus précisément quelles sont les questions posées par l'IA au niveau de l'éthique et également quels sont les impacts que peut avoir l'IA sur l'environnement? Alors, qui veut répondre à cette question? Moi, je peux pas. Oui, non. Alors, les questions sur l'éthique, c'est la question de la donnée personnelle. Ouais, aujourd'hui, on va prendre le cas de ChatGPT, qui est interconnecté, qui va pouvoir se connecter à Internet. La question, c'est de savoir où s'arrête la vie privée, quelles sont les données qu'on veut pouvoir mettre à la disposition de tout le monde, finalement, modulo un abonnement à 20 € en ce qui concerne ChatGPT 4. Voilà, la question, elle est plutôt là. Éthique, c'est centré sur la donnée personnelle. Sur la question de l'environnement, en fait, quand vous lancez ce qu'on appelle un job data ou un job IA, effectivement, ça fait tourner des serveurs. Il y a quand même un impact, ça chauffe. Il y a un impact sur l'environnement, mais cet impact peut être modulé. Aujourd'hui, alors je vais prendre notre cas, nous sommes sur le produit Graal System dont je vous parlais, en train de développer un module qu'on appelle EcoOps. Et nos clients, quand ils vont lancer un travail data et un travail IA, il y aura une interface pédagogique qui leur dira, bien voilà, si vous faites ce travail-là, sachez que ça coûtera tant d'arbres à l'Amazonie, ou c'est l'équivalent de tant d'aller-retour Paris-New York en first, ou tant de bières à l'Oktoberfest, un petit peu ce qu'on veut, pour sensibiliser un petit peu le client, pour qu'il puisse se centrer sur les projets dont il ne peut pas se passer, et qui rentrent vraiment dans sa stratégie data. Donc, il y a un impact, mais cet impact peut être modulé, et on revient toujours un peu sur la même chose. Il est modulé par de la pédagogie, par de la formation. C'est intéressant ça, c'est-à-dire que vous les guidez quand même dans leur choix pour avoir pour avoir une réduction, une logique éco-responsable, si j'ose dire, et puis mettre un petit peu en intrication tous ces différents sujets, qui sont des sujets d'importance. On ne peut pas faire fi de ces problématiques écologiques qui sont au centre de toutes les discussions, et c'est bien normal. Merci Valentin. Souhaitez-vous rajouter un... Oui, juste éventuellement compléter ce que disait Valentin concernant l'éthique. Parce que vous ne m'attendrez pas beaucoup sur l'environnement, mais sur l'éthique, je peux éventuellement contribuer au débat. Concernant l'éthique, il y a effectivement donc, ce que soulignait Valentin concernant les données personnelles. Il y a aussi chez nous un impératif de respect du cloisonnement en fait, des données entre elles. Il est normal aujourd'hui de ne pas pouvoir utiliser des données qui ont été recueillies à une certaine fin, pour une autre fin. Et donc la donnée a bien été recueillie. La donnée a bien été recueillie. Elle est conservée dans les conditions dans lesquelles elles doivent être conservées. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on l'a recueillie légalement et qu'on la conserve de manière appropriée que pour autant on a le droit de l'utiliser à d'autres fins que ce pourquoi elle a été collectée. Et donc ça conduit parfois effectivement à des incompréhensions du grand public qui va pas forcément accepter même que, alors qu'un tel était connu pour ceci et cela, on n'a pas fait le lien, il n'a pas été repéré dans le cadre d'un autre type d'activité, d'infraction même, ou pire. Mais la raison est toujours ce cloisonnement nécessaire entre les données en fonction de leur origine et de leur destination. C'est un des principes des libertés publiques, donc on ne pourra pas y déroger, et il va falloir adapter, profiter de l'intelligence artificielle tout en respectant ces principes fondamentaux.
Merci. Une autre question peut-être? Oui. Y a-t-il des formations tout public en cybersécurité, notamment en termes de sensibilisation? Oui, il existe des formations tout public. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par tout public. En général, les formations j'appelle tout public sont dispensés en entreprise auprès des collaborateurs, justement pour les sensibiliser. Patricia le disait tout à l'heure. Attention au ransomware, attention au malware, ne cliquez pas n'importe où. Il y a des us et coutumes, si je veux dire, des bonnes pratiques à appliquer pour se protéger. Et effectivement, ça part de là. Au niveau des entreprises, il y a une bonne formation des collaborateurs, en plus de tout un tas de choses plus techniques qui permettent de limiter les risques, mais une bonne formation des collaborateurs, une prise en compte des collaborateurs des risques que ça peut engendrer. Alors, on parlait des risques opérationnels tout à l'heure, mais il y a bien sûr, ça engendre des risques financiers, parce qu'il y a quand même des pertes d'exploitation, des choses comme ça. Donc, cela existe. Nous en dispensons chez Little Big Code. Après, sur des formations un peu plus pointues, ça nécessite souvent une base technique. Donc c'est un peu moins, on va dire... C'est ça, on va dire, il y a la sensibilisation pour l'ensemble des collaborateurs et après des formations plus poussées peut-être pour des personnes qui vont être davantage expertes dans leur métier sur des sujets spécifiques. Donc vous-même, tous les collaborateurs aujourd'hui ont reçu une sensibilisation à minima? Oui, on refait ça sans cesse, parce qu'on oublie facilement en fait. Donc c'est comme arroser le sable, c'est toujours sec. Donc plus on est dans la répétition. La répétition qui permet de... On a besoin parce que... Vous le faites en ligne du coup? Ce sont des mocks, Oui, on a. Et puis il faut vraiment séparer sa vie privée et sa vie professionnelle. Et parfois, il y a un peu de mélange des deux, donc on répète, la vie pro c'est la vie pro, donc on évite de se mettre ses data perso sur son disque dur pour pas avoir aussi des problèmes futurs. Donc c'est de la répétition en fait. Au niveau de la police nationale, les formations sont dispensées au sein de la police nationale par des policiers ou bien vous faites appel à des sociétés spécialisées, des consultants, des centres de formation? Alors on a nos propres formateurs pour les premiers niveaux, on va dire, de nos personnels. Après, effectivement, pour les services spécialisés ou pour les spécialistes, on en forme à l'extérieur. Et on mutualise d'ailleurs certaines formations avec d'autres services de l'État qui ont les mêmes objectifs que nous. Bien évidemment. Merci beaucoup. Pour la police nationale, si l'on devait retenir un apport opérationnel majeur de la data, quel serait-il et pourquoi ? Alors, je ne veux pas faire une réponse qui n'en est pas une. Je vais essayer de vous répondre, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans la police, il y a déjà 50 métiers différents. Donc, si vous êtes policier en maintien de l'ordre, vous ne faites pas le même travail que policier dans des investigations de longue durée, à long terme, qui ont des implications à l'étranger. C'est encore pas le même métier que faire du renseignement. Voilà. Donc, évidemment, chaque métier a son usage prioritaire, on va dire, de l'IA. Et donc, il faudrait que je détaille pour chaque métier ce que ça suppose. On va dire, pour vous donner un exemple et pour pas être trop long, que dans le domaine de l'investigation, qui est celui sur lequel je peux peut-être me permettre de parler un peu, dans le domaine de l'investigation, l'IA sera dans l'avenir extrêmement précieuse pour les rapprochements, c'est-à-dire pour permettre, en présence d'un fait qui est commis quelque part, une attaque d'un établissement bancaire avec tel type de mode opératoire et des caractéristiques données, de faire des rapprochements, c'est-à-dire de faire des liens avec d'autres faits qui ressemblent, l'idée étant de parvenir, de conduire à l'identification des auteurs. Plus les gens commettent de faits, plus on a de chances qu'ils aient laissé de traces derrière eux, et plus il y a de traces derrière eux, plus on a des chances de les identifier et de les attraper. Donc l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'a pas d'équivalent pour détecter ces rapprochements. Donc tout ce qui ressemble à des outils qui génèrent cette possibilité pour nos enquêteurs est évidemment très précieuse. Pour le maintien de l'ordre, ça ne va pas être la même chose. Mais voilà pour l'investigation, par exemple, ce qui apparaît prioritaire. Avant de se lancer dans la data IA, les entreprises françaises ne doivent-elles pas être déjà sensibilisées à l'importance de la data ?
Si, tout à fait. Je pense que... Si, non, tout à fait. Et puis c'est une très bonne question. En réalité, avant de se lancer, ce que je disais en propos liminaire tout à l'heure, avant de se lancer dans une stratégie data IA, ce qu'il faut, c'est faire un audit de ce qui est disponible, de ce qui est possible de faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de faire remonter des cas d'usage. Parce que faire de la data et de l'IA, c'est très bien, mais faire de la data et de l'IA sur quelque chose qui va avoir une valeur ajoutée, c'est quand même mieux. Et cette phase d'audit, elle est indispensable. Et elle est extrêmement méthodique, ça nécessite des compétences particulières, parce que, je le disais également tout à l'heure, la donnée brute peut amener à plein de problématiques. Il faut une analyse de cette donnée, une analyse qu'on appelle en série temporelle. Voilà. Il y a plein de traitements mathématiques à faire sur cette donnée. Et ça permet derrière de déclencher un projet d'intelligence artificielle. Mais d'abord, et vous avez raison, il faut sensibiliser sur l'importance de la data, faire cet audit, faire remonter des cas d'usage, et après on peut déployer à grande échelle pour avoir ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement, et faire que ça serve, voilà, sur les fonctions métiers, on le disait tout à l'heure, sur l'expérience client, sur les fonctions client. Patricia, vous souhaitez peut-être ajouter... Non, c'est essentiel en fait. Effectivement, la question n'est pas anodine. On a besoin de data et on a besoin de diagnostic pour après projeter sur de l'intelligence artificielle et projeter la performance de l'entreprise. C'est un peu le sel un peu de l'entreprise. Hein. C'est ce qui va déterminer... On sait qu'au niveau de la police nationale, il y a beaucoup de data. Mais justement, est-ce qu'il vous est arrivé, Valentin, d'arriver dans une entreprise qui avait un besoin particulier et où elle-même n'ait pas cette connaissance de data ou ne l'ait pas maîtrisée, ou comment vous faites dans ces cas-là? En fait, il y a plusieurs cas de figure. Je voudrais juste rappeler qu'en France, il y a seulement 7% des entreprises qui sont ce qu'on appelle data-driven, c'est-à-dire qui sont vraiment pilotées par la data, ce qui est extrêmement peu, finalement. Peu. Et vous parliez tout à l'heure de retard, on est un petit peu dans ce cadre-là. Donc, soit vous avez des grands groupes, pour la plupart, qui se sont lancés dans ce projet et qui ont déjà fait toute cette étude en amont, qui se sont réorganisés en interne en créant des directions de l'innovation et des directions data et IA. Alors à ce moment-là, on les accompagne sur le déploiement du POC. Et vous avez aussi d'autres entreprises, je parlais des territoires ultramarins, notamment des territoires ultramarins, qui se lancent, qui ne savent pas trop comment y aller. Bon, voilà. Et puis, c'est à ce moment-là où nous, si vous voulez, on prend en charge un petit peu cette phase d'audit où on les accompagne et on commence avec eux cette stratégie data. Et puis, finalement, on les accompagne le plus souvent jusqu'au bout. Voilà les deux cas de figure qu'on a un petit peu. Mais bon, 7%, c'est quand même pas beaucoup à date. Donc, pareil, ça a vocation... Il y a encore de belles évolutions. Il y a encore de belles évolutions, puis ça a vocation à bien évoluer. De toute façon, les chiffres montrent que la courbe, elle prend une forme exponentielle. Bon, on verra dans les temps futurs, mais bon, voilà. Une autre question, peut-être. Quel est le risque d'utiliser l'IA? Peut-on toujours avoir de la transparence sur les résultats fournis par l'IA? Et qu'en est-il de l'IA forte? Comment peut-on fiabiliser les Alors, c'est moi? Valentin, fiabiliser la data, c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, prenons l'exemple de la police nationale où François le disait, il y a énormément de données. Il faut les fiabiliser, ces données. C'est-à-dire, il faut faire en sorte, pour rester un petit peu vague et pas rentrer trop dans les détails techniques, il faut supprimer les artefacts qui font que ça pourrait nous amener sur d'autres pistes que les bonnes pistes. Bon. Sur la fiabilité de l'intelligence artificielle, moi je voudrais juste dire que le but de l'intelligence artificielle, c'est pas de remplacer l'humain, si vous voulez. Et c'est pareil pour la stratégie data. Et je pense que les directeurs qui sont là avec moi pour en témoigner. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens, les C-level, les fonctions métiers dans la prise de décision. Voilà. Donc à ce titre-là, on peut se fier à la data, on peut se fier à l'IA. Alors il y a toujours bien sûr de la volatilité, vous savez, la science, c'est toujours... Mais on a maintenant des modèles qui sont des modèles extrêmement sûrs, qui ont démontré leur robustesse, qui est démontrée par les modèles mathématiques qui les engendrent. Donc voilà. Peut-être souhaitiez-vous rajouter un mot à ce sujet, François ? Pas particulièrement, enfin je peux que confirmer ce que dit Valentin. La fiabilisation de la donnée est évidemment tout aussi importante que la donnée elle-même, parce qu'une donnée pas fiable, je disais tout à l'heure que ça permet d'objectiver nos analyses derrière. Bon, évidemment, si elle n'est pas fiable, tout s'écroule. Donc il y a un gros enjeu là aussi, évidemment, d'autant que chez nous, c'est donc
comme vous l'avez perçu, c'est de la donnée de masse recueillie dans l'urgence. Donc, si vous voulez, il y a deux conditions cumulatives pour que nous ayons un besoin impérieux de vérifier que cette data est consolidée avant de pouvoir l'utiliser. Mais ça fait partie aussi des process qu'on essaye de mettre en œuvre. On ne part pas de rien, là encore. Hein. Il y a déjà des choses qui existent, mais on veut s'améliorer sur le sujet. Voilà. Très bien, merci. Comment se positionne la France versus l'Europe et le monde? Ne sommes-nous pas déjà en retard avant même d'avoir commencé cette transformation IA? Bon, là, il faut une petite journée. On rattrape notre retard, c'est ça? On avance. On avance. Patricia. On avance. Patricia. Non, on avance, effectivement. Je pense que les entreprises sont encore un petit peu en retard. Les écoles sont aussi très en retard. La France est aussi un peu en retard. Je pense qu'on a 15-20 ans de retard par rapport à d'autres pays. Mais on parle de plus en plus d'intelligence artificielle et j'en suis convaincue. Ça bouge, les lignes bougent. ChatGPT fait parler beaucoup. On voit ça sur tous les réseaux. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Qui ne représente pas en même temps, et c'est là justement qu'il faut faire attention, je pense, parce que ça ne représente pas aujourd'hui les évolutions justement éthiques, enfin, ou du moins ce vers quoi on veut aller. Oui, mais je pense que voilà, il y a une prise de conscience des entreprises, en tout cas, sur l'essentiel en fait des évolutions de data, des évolutions de l'humain. L'IA ne va pas supprimer l'humain, bien au contraire. Ce que je dis, je rebondis sur ce qui s'était dit avant. Au contraire, ça aide les hommes et les femmes à grandir, à se développer et à performer. Donc, on est plus sur du détail, à aller comprendre ce qui se passe sur un système d'expérience client, sur l'humain. Donc, c'est du développement, en fait. Très bien. Je me tourne vers vous, justement. Ce qui nous concerne, c'est pas tant aller vite qu'on veut, hein, c'est aller loin. C'est ça. Donc, c'est pas forcément toujours exactement recouvré. Oui. Voilà. Et alors, j'avais une petite question, parce que vous parliez tout à l'heure de vos voisins, de nos voisins européens. Est-ce qu'il vous est arrivé justement de comparer Bien sûr, on le fait en permanence en fait, puisqu'on travaille ensemble. Donc il y a des choses très intéressantes ici et là. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'on est tous soumis quasiment aux mêmes normes, en fait, les normes européennes. Hein. Je parle pas de se comparer avec d'autres systèmes qui sont pour nous trop loin sur le plan d'une fonction régalienne comme l'exercice de la répression. On peut difficilement se comparer, par exemple, avec Singapour, qui même s'ils font des choses très bien, ont un système différent d'une autre, qui fait que la comparaison cas pour cas est quand même complexe. Mais dans l'enceinte on va dire du réseau européen, on peut tout à fait faire des comparaisons intéressantes, et on note que on n'est pas si en retard que ça. Il y a effectivement des retards par rapport aux voisins européens. En fait, ils ont certaines avancées par rapport à nous, on en aura d'autres par rapport à eux. Enfin, tout ça, pour l'instant, est assez finalement mélangé et rassurant de voir que les gens vont, soumis à un même cadre juridique, trouvent des solutions finalement assez voisines d'abord, et à un rythme qui est relativement similaire. Donc il y a aussi des questions de souveraineté qui se mêlent, des questions de budget, etc. Mais des questions de structure de l'État aussi. Hein. Un État fédéral ne fonctionne pas comme un État qui ne l'est pas. Donc on a quelques difficultés qui tiennent à tout ça. Mais c'est vrai que globalement, on a le sentiment, nous, pour ce qui nous concerne, que l'Europe avance de manière relativement coordonnée dans le domaine des services répressifs. Valentin, est-ce qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, d'après vous ? C'est compliqué. Il faut un cadre légal. Et on l'a dit tout à l'heure, le cadre légal, et même si la France, le pays France réfléchit quand même avec des commissions d'enquête, des groupes de travail à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est quand même beaucoup géré par l'Europe. À ce titre-là, et vous le disiez, tous les États membres ont leur mot à dire. Donc bon, ça discute, il faut faire un texte, c'est un petit peu long. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite ? Oui. Mais ne confondons pas quand même vitesse et précipitation. Effectivement, il y a peut-être une bonne dizaine d'années de retard par rapport à certains pays. Est-ce que ces pays-là ont pris en compte tous les sujets ?
notamment éthique, je ne suis pas certain. Si vous prenez l'exemple de Singapour, il y a un stock de la donnée, comme une bourse, si vous voulez. Donc, bon, où ça vend, ça échange ces données. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Voilà, c'est pas très éthique. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Moi, je ne me prononce pas sur la question. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est une réflexion qui est posée. Il y a des directions maintenant au sein de la Commission européenne qui sont dédiées à des réflexions sur ce sujet, des directions qui sont composées d'experts. Faisons leur confiance. Merci. Une toute dernière question, et ce sera la dernière question. La dernière. RGPD et IA, est-ce compatible? Patricia. Oui, alors on revient sur l'éthique. Voilà, la boucle est bouclée. Bien évidemment, il faut mettre des curseurs, il faut faire attention à ce qu'on fait des données. En France, on est très RGPD, tant mieux. Je pense que les entreprises françaises, elles sont plutôt exemplaires sur la donnée personnelle. Donc, moi, je pense que ça peut aller ensemble s'il y a vraiment une charte déontologique et voilà, un système de contrôle. Valentin? Non, je suis relativement d'accord. Je pense que c'est compatible. Après, c'est comme tous les sujets, hein. Il y a toujours des dérives, des gens qui ne se comportent pas forcément très bien. Là, il y aura quand même un cadre légal. Sur les RGPD, vous le disiez, les entreprises sont assez exemplaires. Il n'y a pas, d'après moi, de raison particulière à ce que ça dérape plus que ça. Dans le moment où on reste dans un cadre d'aide au métier, où on va apporter de la plus-value aux entreprises, à leur façon de fonctionner, à leur process, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de raison que ça dérape. Merci François. RGPD et IA? Oui. Oui, il est intéressant ce RGPD pour l'IA parce que quand on l'a élaboré, on nous a dit que c'était une toquade européenne et que les grandes entreprises du secteur étant américaines, de toute façon, ça allait amuser que nous et protéger probablement que quelques irréductibles enfermés en Europe. Et on se rend compte avec le temps que d'abord il s'est installé, il est appliqué. Même les États-Unis ont sorti. Et qu'il s'est petit à petit, il a fait tache d'huile, entre guillemets. C'est-à-dire il a coloré les normes internationales progressivement. Et aujourd'hui, il est adopté soit sous cette forme-là, soit sous une forme voisine. En tout cas, elle existe. Il a fini par colorer la totalité du sujet au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait compatible avec l'IA. Il permet tout à fait à l'IA de se développer. Avec les garanties qui sont absolument nécessaires pour que tout ça puisse se faire au bénéfice de tous, ce que vous soulignez au début. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois. Merci à vous tous qui étaient connectés. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.